بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا حكمتوا عليا نتكلم بالفرنسي غادي نحاول. Le directeur du groupe ISKE, c'est mon frère, madame et monsieur les directeurs de l'ISKE Casablanca et Rabat, mesdames et messieurs les professeurs et les membres du corps professoral et administratif du groupe ISKE, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les étudiants, l'élève de demain. Mesdames et messieurs les présents, c'est avec beaucoup de bonheur que je viens ici aujourd'hui. Croyez-moi que je n'ai pas hésité un instant pour venir. Il fallait juste pouvoir évacuer votre engagement et, alhamdoulilah, ça a été fait pour le début aujourd'hui. Et nous voilà ensemble. C'est un bonheur d'abord de retrouver des jeunes. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je suis face à des jeunes et à des jeunes marocains brillants, souriants, je sens que notre pays va bien. Vous êtes l'avenir du Maroc, vous êtes l'avenir de la société et je pense qu'il faut le savoir, il faut le rappeler et il faut aussi en prendre conscience parce que vous avez aussi votre responsabilité. Vous êtes certes encore au carrefour de votre chemin, qui j'espère sera long, et vous allez pouvoir contribuer de manière effective à l'avenir de ce pays, mais croyez-moi, pour la plupart d'entre nous, le train est presque parti. Par rapport à un certain nombre de sujets, nous avons des regrets parce que nous savons que nous n'allons plus pouvoir les faire. Mais notre espoir, c'est vous. C'est le fait que vous puissiez le faire. L'autre bonheur, c'est que je me retrouve dans un des établissements les plus prestigieux du Maroc. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que c'est l'un des établissements les plus prestigieux d'Afrique. Et même sur la scène internationale, je crois que l'ISKE fait partie du meilleur tiers des 1000 premiers établissements. Et c'est une fierté. Et c'est en même temps une responsabilité. C'est une responsabilité à un moment où notre Maroc essaie de négocier un nouveau virage. Et nous allons pouvoir le développer dans les discussions d'aujourd'hui. Un nouveau virage à tout point de vue. Un nouveau virage au niveau de la société marocaine. D'abord parce que cette société a beaucoup changé. La société marocaine d'aujourd'hui n'est plus celle des années ni 90, ni 80, ni encore moins 70. Une société marocaine toujours jeune, mais citadine après des 2/3, ouverte sur le monde. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un membre à l'étranger. Donc une population en majorité urbaine. Il y a les 2/3 qui vivent en ville, mais il y a plus de la moitié qui est née en ville. Et ce n'est pas la même chose. La nuance est très différente. Il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui vivent dans la campagne, mais une campagne qui est aujourd'hui, qui a des attentes différentes des attentes des années 70, des années 80. Les attentes dans les milieux ruraux sont sur beaucoup de sujets aussi importants qu'en ville, en matière de services publics, en matière d'infrastructures, en matière d'accès à l'information, on y reviendra. Mais nous vivons aussi une période où le monde autour de nous a changé et continue de changer tous les jours. Hier, imaginez que Barack Obama et Cuba, c'est un événement historique. Ce qui se passe entre la Russie et l'Europe, c'est quelque chose qui va impacter le monde pour quelque temps, et pas que le cours du pétrole, qui lui n'est que passager. Donc ce qui se passe dans notre région, aussi bien en Afrique que au Moyen-Orient, c'est des choses qui font que le monde autour de nous change, et tout ceci nous interpelle et doit nous amener à aussi pouvoir changer, d'abord pouvoir anticiper certains changements, et aussi pouvoir nous adapter.
Donc ceci met sur la responsabilité des responsables de façon générale, et des responsables politiques en premier lieu, une responsabilité catholique. C'est ce Maroc-là qu'il faut aujourd'hui être capable de lire, d'analyser, et c'est par rapport à ce Maroc et ces Marocains qu'il faut agir et anticiper les choses. Ça rend, je vous le dis très franchement, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que il ne faut pas être prétentieux. Personne ne peut avoir la prétention de dire je suis capable de résoudre tous ces problèmes seul. Donc ça appelle à beaucoup d'humilité. Ça appelle à beaucoup de sagesse. Ça appelle aussi à chercher à travailler encore plus ensemble. Et ça m'amène à poser d'emblée un sujet qui nous fait défaut et sans lequel nous n'allons pas pouvoir aller très très loin. C'est le sujet de la confiance. Le sujet de la confiance, cette monnaie qui, quand on en dispose, nous permet de disposer de toutes les autres monnaies. Il faut se faire confiance, il faut accepter, on peut être différent, on peut être même ennemi, mais il faut se faire confiance. Cette confiance nous fait défaut depuis quelque temps. Nous en avons absolument besoin aujourd'hui parce que notre pays dispose d'un certain nombre d'atouts que nous n'avons pas le droit de gâcher ni de déprécier. Et les atouts, je ne vais pas les lister, sinon je vais donner l'impression de faire un cours académique. Je ne vais pas parler des richesses, du capital humain. Nos atouts sont beaucoup plus nombreux que ce que nous pensons. D'ailleurs, c'est ces atouts-là qui nous permettent aujourd'hui de continuer de défendre notre place. Mais je vais parler de ce que nous n'arrivons pas encore à faire, parce que nous avons encore une marge d'amélioration de l'utilisation de ces atouts, de l'utilisation de nos ressources, fut-elle rare, qu'il s'agisse des ressources financières, qu'il s'agisse des ressources en eau, énergie, les ressources humaines, ils ne sont pas rares, mais ils sont souvent mal utilisés. On a du mal à optimiser ou à mettre la pyramide des compétences dans le bon sens. Notre pyramide elle est souvent inversée. Et c'est un défi majeur. Nous devons remettre notre pyramide dans le bon sens. Et ça, je parle de tous les domaines. Sportifs, culturels, économiques, sociaux, politiques. Si on a à chaque fois le meilleur de nous qui prend la responsabilité, croyez-moi qu'on aura le meilleur pays du monde, indépendamment de notre richesse, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir créer cette richesse. Donc il faut cette confiance. Il faut avoir la conviction que on ne peut pas être fort seul, ni quand on réfléchit en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Un parti seul ne vaut rien s'il ne peut pas travailler avec les autres. Une entreprise seule ne vaut rien s'il ne peut pas travailler avec d'autres, s'il n'a pas des fournisseurs forts, s'il n'a pas des clients forts. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut arriver à cette confiance. Ça suppose des hommes et des femmes qui sont convaincus et qui aiment réellement leur pays et qui se mobilisent pour leur pays et qui inspirent cette confiance, qui la diffusent, qui la donnent. Il y en a, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Faut être... Pour moi, responsable politique aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1. Sans ce cadre où il y a un minimum de confiance, ça ne sert à rien de parler de réforme, ou de parler de projet, ou de parler de quoi que ce soit, parce que ça va être beaucoup de gaspillage. Donc, comment il faut instaurer cette confiance? Je pense que ça mérite à lui seul une conférence. Et c'est là où on va poser la relation opposition-majorité, on va poser la relation État-citoyen, on va poser la relation la société civile avec les institutions, la relation entre le fisc et le citoyen. C'est l'ensemble de ces relations
qu'il faut repenser et qu'il faut poser dans un cadre de confiance où chacun croit à la notion de devoir et de droit. Et la pratique, non seulement y croire, mais la pratique. Et dans l'exemple, donc notre chemin est encore long, mais nous sommes à un virage. La nouvelle constitution était censée apporter un début, un processus, le début d'un processus qui doit nous amener dans ce sens. Elle est riche de nouveaux apports à cet égard. Maintenant, là, on a aussi un défi, c'est que cette constitution qui a été votée en 2011, la date à laquelle vous êtes arrivé ici, vous avez fait beaucoup de choses depuis 2011. Malheureusement, sur la constitution, le bilan ne saurait être... Et là, je voudrais, là aussi, avancer une autre idée. C'est que pour beaucoup, le fait d'avoir voté cette nouvelle constitution, c'est comme si on avait fini le travail. En fait, le vrai travail que les Marocains attendent, et ceux qui ont voté, ils ont voté pour ça, ils ont voté sur la pratique des droits inscrits dans la Constitution, et pas sur l'inscription de ces droits dans des archives. Et la pratique de ces droits, nous en sommes encore très, très, très loin. Et c'est en ça que la responsabilité des hommes et des femmes politiques, elle est historique. Parce qu'elle impacte non seulement les Marocains d'aujourd'hui, mais elle doit impacter. Parce qu'on ne change pas une constitution tous les ans, ni tous les 10 ans. Avec l'ampleur que la constitution a connue en 2011. On la change une fois toutes les générations, avec ce niveau de changement. Et il est important d'arriver au plus vite à en pratiquer le contenu dans l'esprit aussi. Les droits qui sont aujourd'hui constitutionnels, on vient tous qu'ils ne sont pas encore pratiqués, et même beaucoup de textes, si ce n'est la plupart, ne sont pas encore une réalité, parce que la plupart des dispositions constitutionnelles nouvelles devaient faire objet de lois organiques ou de lois, tout simplement, qui ne sont pas encore... Donc ça amène à un problème aussi de volonté peut-être, mais sûrement à un problème de méthode de travail, pour être efficace, y compris dans la production législative, dans la production. Et il faut le reconnaître, la responsabilité de ce gouvernement, elle était double. Il fallait prendre en charge cette particularité liée au moment historique qui est de transformer les pays par rapport au changement constitutionnel, tout en continuant d'assumer ce que doit faire un gouvernement normal, c'est gérer les affaires du pays, dans l'intérêt du pays, sur les différents aspects de la gestion publique. Parce que, et il faut en être convaincu, pourquoi je parle de ça, donc j'ai parlé de la confiance, ensuite je parle de cet aspect lié à la Constitution et au cadre global, qui doit contribuer aussi à diffuser de la confiance. Parce que la bonne politique, toutes les bonnes pratiques qu'elle est censée générer en termes de démocratie, en termes d'égalité devant la loi, sont essentielles si on veut ensuite parler de manière efficace de l'économie et du social. Aujourd'hui, on a une économie performante sans une réelle démocratie et sans une réelle égalité devant la loi, et les exemples de pays qui croyaient être prospères économiquement et socialement avec des pratiques entre guillemets démocratiques inexistantes, nous en avons un certain nombre d'exemples. Ils ont tout simplement basculé vers le chaos du jour au lendemain. Notre pays n'en fait pas partie, mais notre pays n'est pas encore totalement immunisé, bien qu'il en ait largement les moyens. Notre pays a largement les moyens de s'immuniser. Il dispose là aussi de ces atouts que nous connaissons mal, de ces atouts institutionnels, de ces atouts
des élites, de la volonté populaire. Et aujourd'hui, on a tendance à minimiser l'urgence de passer de la période dans laquelle nous vivions à cette nouvelle période, à cette nouvelle étape que la Constitution nous a, en principe, ouvert. Et il est fondamental, nous, politiques, ne l'oublions pas, et ça reste notre bataille première, et ça reste notre première, si on veut être crédible sur les autres aspects, la bonne gestion des affaires du pays, dans un cadre durable, indépendamment des personnes, les vraies réformes pour les générations actuelles et futures. Et pour ce qui concerne les réformes, je dirais d'abord que le processus de réforme est un processus qui ne doit jamais s'arrêter. Parce que tout simplement, toute société, par définition, est encore vivante. Et elle a besoin d'ajustements au quotidien, de cadres dans lesquels on évolue. Donc quand on parle de réforme, ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de courant. Après, il y a deux types de réformes. Il y a les grandes réformes qui, une fois tous les 20 ans, doivent être l'occasion de revoir certains aspects de notre fonctionnement pour tenir compte de changements profonds qui nous entourent ou qui s'annoncent. Et puis sinon, il y a des changements qu'il faut faire quotidiennement, tous les ans. C'est ça les meilleures réformes. C'est pas on fait rien, on bouge pas, et puis un jour, on est obligé de bouger parce qu'on est en crise. Ça ne s'appelle pas des réformes. Ça s'appelle, sauf qu'il peut, comme on est en train aujourd'hui de donner l'impression de traiter la retraite, et je ne sais que l'autre sujet, mais j'y reviendrai. Parce que nous ne parlons pas de réforme aujourd'hui, quand on parle de retraite et de compensation. Ça s'appelle autre chose, ce n'est pas une réforme. L'autre chose concernant les réformes, c'est que quand nous parlons de réforme, ça ne doit pas systématiquement sous-entendre que nous passons d'un système mauvais vers un système qui est bon. Pour moi, réforme, c'est pas forcément ça, ça peut être ça, mais c'est aussi, on passe d'un système qui ne répond plus aux exigences du moment vers un système qui est plus adapté à ce que nous devrions faire pour continuer de disposer des conditions d'un bien-être commun le plus large possible, avec un certain nombre de valeurs qui peuvent faire l'objet d'un projet politique ou autre, un vivre ensemble, la solidarité. Et donc, il était important de rappeler ça pour les réformes, qu'il s'agisse des réformes économiques, sociales ou même des réformes politiques. Parce qu'on n'en parle presque jamais, mais les réformes politiques sont aussi des réformes dont il faut parler. Les règles qui régissent notre système politique interviennent de manière directe à faire émerger telle ou telle élite, tel ou tel paysage politique, telle ou telle majorité, et ça a un impact direct sur la qualité de la gestion des affaires du pays, de la communauté, de la commune, des territoires. Et parfois, toutes ces réformes s'imposent en même temps. Donc c'est un peu l'époque que nous sommes en train de vivre. J'espère que ce n'est pas abstrait ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train d'ouvrir beaucoup de chantiers. Nous avons donc la Constitution. Ensuite, il y a une réforme institutionnelle induite par cette Constitution. Quand nous parlons de la régionalisation, par exemple, la régionalisation est la régionalisation avancée, comme c'est souvent comme elle est désignée. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une technique pour organiser le pays. Ce n'est pas une nouvelle technique pour désigner des représentants d'un territoire. La régionalisation telle qu'elle a été pensée et telle qu'elle devrait être pratiquée, c'est une nouvelle étape qui devrait permettre une plus forte implication des citoyens dans la gestion d'une bonne partie de leurs affaires, sur lesquelles la gestion centrale, par l'État central,
arrive à ses limites. Évidemment, sans préjudice pour l'unité globale du pays, sa cohésion, et notamment autour des principaux fondamentaux de la société marocaine. C'est ça la raison d'être, l'objectif de cette organisation avancée. Et en quoi elle est bonne? C'est que, elle va permettre une meilleure gestion de beaucoup d'aspects de nos besoins en tant que citoyens. Deuxièmement, elle va normalement, bien pratiquer, elle va ouvrir la voie, elle va intéresser beaucoup, notamment les jeunes, beaucoup de jeunes, à s'intéresser à la chose publique et à la politique de façon générale. Parce que s'impliquer au niveau régional et au niveau local, c'est une manière beaucoup plus concrète de s'impliquer dans la gestion publique. Il est plus facile pour quelqu'un de travailler pour l'intérêt de sa ville, de sa commune, de sa région. C'est plus concret. Peut-être que... Donc ça, c'est un pari. Que nous ayons une plus forte implication de la jeunesse, notamment, dans la gestion publique. On est au début de ce processus. Donc ce pari, il n'est pas encore gagné. Ce processus vient de démarrer, il va emprunter les différents chemins législatifs d'abord, ensuite il va être mis à l'épreuve dans le cadre des prochaines élections. Il va nous donner les premiers responsables qui auront une responsabilité historique, puisque de cette première expérience sera impactée la suite. Et ça, honnêtement, c'est un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos régions, qu'il s'agisse des régions du Sud, des régions de l'Est, des régions du Nord. Toujours dans le cadre de cette cohésion, c'est un pari pour passer à une nouvelle étape de développement qui doit être ouverte et entreprise en même temps que les autres chantiers de réforme. Les autres chantiers de réforme, puisqu'il faut quand même en parler, et avancer quelques idées alternatives sur le plan économique, de manière globale. Le Maroc n'est pas une île isolée du reste du monde. Le Maroc a fait des choix qui s'imposent à lui aujourd'hui. Il ne peut plus revenir en arrière ou en faire abstraction. Le Maroc a décidé, il y a déjà quelques années, d'ouvrir son économie. Et il est à un niveau très avancé aujourd'hui, cette ouverture. N'importe qui veut investir au Maroc peut le faire, arriver à le faire aujourd'hui sans aucune difficulté dans pratiquement tous les secteurs. Avec la possibilité de détenir la totalité du capital de l'entreprise, on peut importer pratiquement tout au Maroc de l'extérieur. Donc l'ouverture, c'est une réalité aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un projet. Mais cette ouverture supposait, et suppose toujours, et supposera toujours, que pour que ça soit une bonne chose pour les Marocains, il faut que ça soit un vecteur de bien-être, cette ouverture. Pour que ça soit un vecteur de bien-être, il faut que cette ouverture profite aussi et soit aussi un levier de développement pour nos entreprises et pour nos concitoyens, aussi bien au regard de la qualité de ce qui est importé, et aussi bien au regard de notre capacité également à interagir avec l'extérieur, et notamment à exporter des biens, des services, des prestations intellectuelles. Cela suppose un travail collectif pour renforcer nos atouts dans cette perspective, c'est-à-dire la compétitivité de notre économie à l'extérieur, qui est un corollaire de l'ouverture. Cette ouverture n'aurait jamais eu de sens si on n'allait pas avoir comme objectif d'aboutir à une compétitivité. Ce qui est à regretter, c'est que cet objectif
n'est pas classé au rang des priorités. En tout cas, ce n'est pas ce que je vois. J'ai déjà eu à faire une annonce publique, il y a déjà assez longtemps, en tant que secrétaire général du PAN, sur un certain nombre de priorités nationales absolues qui doivent être l'objet d'un pacte national qui ne laisse de place ni à l'opposition ni à la majorité. Et je plaçais parmi ces priorités la compétitivité économique du Maroc sur la scène internationale et qui ne doit souffrir d'aucun changement, combien même les changements interviendraient. Je classais aussi, évidemment, l'unité nationale et la cause nationale comme sujet qui doit faire l'objet d'un pacte national, qui doit mobiliser toutes nos forces, et je continue à défendre cette idée. Et j'ai même proposé à ce que ce pacte soit non seulement annoncé, mais qu'il soit formalisé. Et que des acteurs du monde politique, du monde économique, social, syndical, aient comme mission de travailler pour ça, parce que les choses ne se font pas par hasard. La compétitivité sur la scène internationale ne sera pas le fruit du hasard. Elle ne peut être que le fruit d'un travail minutieux qui va cibler des marchés, qui va cibler des secteurs, qui va accompagner des entreprises avec des institutions, avec des lois, avec des règles, avec des mécanismes, parfois avec des moyens financiers. C'est comme ça que les grandes puissances économiques ont réussi à devenir grandes sur le marché international. Et moi, je considère que c'est déjà un aspect important dans le cadre des réformes. C'est de prôner une action globale et consensuelle pour une compétitivité de chaque instant, une compétitivité renforcée, pour laquelle nous avons des atouts, mais nous avons souvent des verrous dans notre fonctionnement qui nous empêchent d'avancer dans ce sens. Ensuite, pour continuer sur la liste d'atouts qui doivent nous renforcer le corps Maroc, de l'entreprise Maroc, nous devons avoir une économie saine. Une économie saine, d'abord c'est une économie qui produit. Il faut avoir une politique cohérente en faveur de, je ne vais pas dire l'entreprise parce que c'est un mot qui est souvent, ou des chefs d'entreprise parce que c'est des mots qui ont aujourd'hui, quand on les utilise, c'est comme si on fait du favoritisme en faveur d'une catégorie. Alors je vais utiliser le mot tissu productif. Tissu productif parce qu'il englobe et le chef d'entreprise, et l'ouvrier, et l'employé, et même l'État. Parce que si on n'a pas de tissu productif, on ne va pas loin. Comme tissu productif, donc il va produire des richesses. Et c'est des richesses, une fois produites, après, évidemment, il y a le sujet de comment se les répartir. Mais déjà, il faut les produire. Donc, il faut avoir une politique cohérente en faveur du tissu productif. Une politique cohérente commence par avoir le souci de la compétitivité par rapport à ce qui se fait ailleurs. Qu'il s'agisse de la qualité des infrastructures nécessaires pour ce tissu productif, qu'il s'agisse de la qualité du capital humain nécessaire pour ce tissu productif, ou qu'il s'agisse du cadre fiscal qui doit s'appliquer à ce tissu productif. Et là-dessus, pour moi, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, il faut faire au moins comme les autres, si ce n'est mieux, si on veut être productif. Et stimuler par ça la bonne combinaison entre le capital humain, la bonne utilisation des infrastructures qui sont des investissements faits par le public et par le privé. Je vais essayer de simplifier l'idée, donc une politique cohérente à ce niveau-là. Donc, et à ce niveau-là, on ne devrait pas beaucoup se différencier. Là, on va se différencier, c'est comment répartir les fruits de certains. Et ça, c'est des projets politiques. Nous, on va voir, dans le cadre de notre démocratie sociale, qu'il y a besoin de réserver une partie de ce qui est produit à une solidarité entre régions, entre territoires, entre générations,
et c'est dans l'intérêt d'une société qui a des caractéristiques. D'autres vont peut-être voir autre chose, qu'il faut laisser une part plus importante au capital. En tout cas, nous, notre projet politique, notre thèse, elle est assez claire, mais même ça, je ne veux pas m'attarder parce qu'on n'est pas en train de traiter d'abord le préalable. Le préalable, c'est faire en sorte que le tissu productif soit promu. Pas en faveur de telle ou telle catégorie, mais d'abord qu'il soit promu indépendamment de à qui il profite. Ensuite, évidemment, il faut qu'il profite de manière équitable à un certain nombre de parties prenantes si on veut que nos politiques cohérentes soient des politiques durables. Il faut que nous ayons un État fort. Un État fort, c'est un État qui a des institutions fortes et qui a une aisance financière avérée. Des institutions fortes, c'est des institutions crédibles, auxquelles on fait confiance. Et une aisance financière avérée, c'est évidemment un cadre macroéconomique sain, c'est évidemment... Donc, là où je suis en train de faire de l'académie. Malheureusement, je donne cette impression en parlant comme ça. Mais, croyez-moi, il est possible de faire autrement. Ce que je reproche à ce qui se fait parfois, c'est que quand on a des responsables gouvernementaux, quand ils traitent la problématique macroéconomique, ils la traitent uniquement du point de vue comment boucler le budget de l'État et souvent comment le boucler dans les meilleures conditions pour l'année. C'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ça. Et puis, pour ne pas jeter la pierre qu'à ce gouvernement, ça fait plusieurs années que nous vivons avec cette logique. Nous différons les problèmes, nous essayons de boucler, et je fais abstraction, on fait abstraction de l'impact de ces politiques sur le tissu productif, sur l'entreprise, sur le pouvoir d'achat des ménages, qui sont autant de facteurs importants pour générer de la croissance, de la valeur ajoutée, qui va nous permettre au cadre macroéconomique à un moment donné de devenir sain et de nous assurer de cette aisance financière et de souveraineté financière. La souveraineté financière, c'est une capacité de financement de son économie, et une capacité interne de financer son économie qui soit suffisamment importante. Et donc une capacité de générer de l'épargne nationale qui soit importante. Et donc une politique en faveur de l'épargne qui soit aussi cohérente. Donc pour venir après le tissu productif, le financement de l'économie, de son investissement, donc l'épargne, et notamment l'épargne nationale. L'histoire nous a démontré que des pays qui étaient très prospères ont à un moment donné failli parce qu'ils étaient surendettés, et notamment surendettés auprès de puissances qui ne leur voulaient pas que du bien. Il ne faut pas oublier ça, tout simplement. Il faut adopter des principes sains quant au financement de l'économie, et c'est dans l'intérêt de la collectivité dans son ensemble. Donc ceci nous amène à comment y arriver. Parce qu'il faut générer de l'épargne. Mais on voit bien que tout ça est lié. C'est pour ça que parler d'une réforme de manière isolée ou parler d'un acte isolé, là, ça a tout de suite ses limites. Je ne vais pas continuer sur ce qui peut s'apparenter à un cours académique, encore une fois, et je vais parler de ce que nous avons aujourd'hui au menu, de la gestion publique comme sujet de réforme, la retraite, la compensation, et dire ce que j'en pense, au regard de ce que je viens de dire. Je commence par quoi? Puisqu'on est tous jeunes, on va commencer par la retraite. Parce que la retraite, il faut s'en préoccuper avant que ce soit trop tard. Et croyez-moi, il vaut mieux s'en occuper au moment où on commence à travailler qu'après. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme des retraites. Déjà, je me permets de corriger la manière dont la problématique est posée. Aujourd'hui,
ce dont il est question n'est pas la réforme de la retraite, mais la réforme d'un fonds de retraite. La réforme de la retraite, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui s'impose aujourd'hui. Il faut en parler aujourd'hui avant demain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des possibilités pour la traiter, chose que nous ne pourrons pas faire demain. Aujourd'hui, le gouvernement parle de réformer la caisse marocaine des retraites, qui est la caisse marocaine qui s'occupe, qui est censée s'occuper des retraites d'une catégorie seulement des salariés du public. Mais non quelques-uns des présents. Alors qu'il y a d'autres fonds de retraite, aussi bien pour le public que pour le privé, qui ont aussi des problématiques de pérennité. Mais même en parlant de tous les fonds de retraite, on parle encore de la retraite parce que nous sommes dans un pays où il y a encore 70% des salariés qui n'ont aucun système de retraite. Alors imaginez avec moi un instant, un responsable politique ne peut pas ignorer ça, ne peut pas faire semblant de ne pas regarder cette réalité. Imaginez un instant avec moi que dans les 70%, et il y en a dans vos familles, il y en a dans ma famille, arrivés à l'âge ils vont arrêter de travailler parce que c'est pas l'âge de la retraite. Arrivés à l'âge, ils vont arrêter de travailler, ils vont se retrouver sans revenu. Et c'est des gens qui en majorité vivent dans les villes. Vivre en ville, ça peut paraître bien par rapport à vivre à la campagne, encore que ça se discute, mais ça a des coûts incompressibles. Et quand on arrive à cet âge-là, ça a des coûts encore supérieurs. Les soins, la mobilité devient plus difficile. Donc imaginons un nombre important de nos concitoyens qui, dans quelques années, va devoir vivre sans revenu. Est-ce que c'est uniquement le problème de ces gens ou est-ce que c'est aussi le problème d'Yanna Koulna? Est-ce que c'est aussi le problème de l'État? Évidemment, c'est un problème de notre société. Qu'on le veut ou non, c'est un problème de nous tous. C'est même une problématique. Donc parler de la retraite, donner l'impression de parler de la retraite et de la résoudre sans évoquer ce sujet, c'est un manque de responsabilité. Il faut l'évoquer. Il faut même le traiter parce qu'on a plus de moyens pour le traiter aujourd'hui que demain. Parce que ces gens-là, c'est des personnes qui existent. Ce n'est pas des personnes qui vont venir un jour, c'est des personnes qui existent. Et chaque jour qui passe, c'est un jour qui les rapproche de cette échéance. Il ne faut pas croire que c'est parce que moi j'ai ma retraite, donc je ne suis pas concerné. Je suis concerné parce qu'il y en a beaucoup qui vont être dans ce cadre. Et ça va être une crise sociale, si cette crise n'a pas de solution, et on va devoir improviser alors qu'on peut l'éviter. Alors comment de manière générale la retraite est traitée ou doit être traitée? La retraite, c'est très simple. C'est un peu d'argent que nous mettons de côté pour les vieux jours. Et nous n'avons pour les vieux jours que ce qu'on a mis de côté. L'erreur, c'est de vouloir récupérer après la retraite plus que ce qu'on a mis de côté. C'est pas possible. Il faut bien que quelqu'un paye la différence. Donc, il y a un problème déjà par rapport au fonds qui existe. Il y a un problème juste d'adéquation. Il faut promettre aux gens des retraites compatibles avec ce qu'ils ont mis de côté. Et ce qu'ils ont mis de côté, c'est aussi bien le salarié que l'entreprise, bien évidemment. Donc, toute réforme qui doit se faire aujourd'hui par rapport à ces fonds de retraite doit se faire pour trouver un bon équilibre entre ce que doit payer le salarié, ce que doit payer l'entreprise et éventuellement la durée du travail. Mais par contre, il faut le faire dans un cadre apaisé de dialogue et de discussion, un cadre qui n'existe pas. Le gouvernement et les syndicats ne se voient jamais. Les syndicats, ils défendent l'ouvrier. Le patronat, il défend l'entreprise.
Il faut bien que quelqu'un fasse l'effort pour créer les conditions d'un dialogue sain. Si on explique aux Marocains que si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Je ne pense pas qu'un seul des Marocains, refusera d'abord de s'asseoir pour écouter. Le temps passe. Non. Évidemment, l'autre corollaire, c'est qu'il faut de la confiance, mais en même temps un peu de sacrifice. Alors, aucune réforme ne va pouvoir se faire avec zéro sacrifice. Et le sacrifice doit être bien réglé. Chouïa l'ouvrier, chouïa l'employeur, peut-être un peu plus pour l'employeur que l'ouvrier quand même, ou chouïa l'État par des mesures qui... Et on avance. Sinon, ça ne viendra pas d'ailleurs. Et reste le problème de ceux qui n'ont pas de retraite. Il faut bien commencer à traiter ce sujet. Et par la même occasion, parler de la vieillesse, qui est un vrai sujet, qui devient un sujet crucial du fait de changements que connaît notre société. La prise en charge de la vieillesse, c'est un sujet dont personne ne parle encore. Et c'est un sujet qui va s'imposer à nous en même temps que... Donc nous mettons sur la table de débat ces sujets aujourd'hui au sein du PAN. Et c'est un devoir à l'égard de toutes ces personnes qui, à travers le travail, ont servi le pays de manière sincère et qui ont besoin en retour d'un minimum de solidarité avec eux. C'est nos parents, c'est les parents de nos voisins, mais en tout cas c'est des gens, c'est des Marocains, c'est des concitoyens. Leur sort nous concerne et nous interpelle. La compensation, s'il faut passer à la compensation. C'est bien je pense que c'est une bonne chose de réformer la compensation, parce qu'elle a des aspects qui sont négatifs. Les aspects les plus négatifs que je vois dans la compensation, c'est qu'elle, au-delà du fait qu'elle ne profite pas systématiquement de ceux qui en ont le plus besoin, c'est que la compensation d'un produit, quel qu'il soit, c'est-à-dire l'application, lui appliquer un prix à un produit qui ne soit pas son prix de revient, a une conséquence systématique, c'est que l'usage de ce produit devient irrationnel. Quand le pétrole était à 147 $, c'était le pic en juillet 2008, aucun Marocain ne se souciait de ce prix quand il était devant la pompe d'essence. Parce que ce qu'il payait, il était plafonné. Ça, c'est pas normal. Aucun Marocain ne se pose la question quand il va dans un café, quand on lui sert un café avec 5 morceaux de sucre et qu'il en consomme la moitié et qu'il jette les 4 autres, ne se soucie de ce que ça coûte. Ça, c'est pas normal. Et personne ne fait l'effort de sensibiliser les Marocains sur la consommation des produits subventionnés, qu'il s'agisse du butane, qu'il s'agisse de sucre, de pain, qu'il s'agisse de... Donc nous avons mis en place un système de soutien à des produits de base, et je reviendrai sur les raisons, mais on n'a pas cherché à sensibiliser pour la consommation de ces produits soit rationnelle d'abord. Évidemment, après, il faut veiller à ne pas forcément subventionner ceux qui n'ont pas besoin. Mais un retour en arrière, pourquoi cette compensation a existé? C'était dans les années 40. Elle a existé pour 2 raisons. La première, c'est pour aider, à l'époque, un tissu productif national qui était protégé. Il fallait l'aider en subventionnant des intrants pour qu'il soit, entre guillemets, compétitif. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à côté, on a subventionné certains produits de consommation. C'est pour créer une classe moyenne, favoriser l'émergence d'une classe moyenne qui va consommer ce que produit ce tissu productif national. Et de créer de manière volontaire et forcée des mécanismes économiques. Elle dure depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vouloir démanteler tout ça d'un coup, c'est salutaire,
Mais est-ce que les raisons pour lesquelles cette caisse de compensation a été créée sont toujours valables ou pas? Est-ce qu'on a toujours besoin de stimuler un tissu productif national? Oui ou non? Quels sont les mécanismes qu'il faut continuer de faire si c'est oui? Si c'est non, ben, le problème est réglé. Comment on réussit ce démantèlement dans les meilleures conditions et sans trop de dégâts? Deuxièmement, cette classe moyenne qu'il a fallu aider à un moment donné, est-ce qu'on a toujours besoin de cette classe moyenne? Je vous laisse répondre. Et éventuellement, dans vos questions, pour moi, évidemment, on a encore plus besoin et de l'un et de l'autre, mais par contre, je dis, il faut des mécanismes rénovés. Il faut d'autres mécanismes, plus transparents, plus efficaces. Et c'est là où la réforme doit aller. Et c'est là où il faut parler d'une mutation du système d'accompagnement des tissus productifs et de la classe moyenne que d'un démantèlement de la compensation qui n'est pas encore fait. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que le prix du pétrole a baissé, que le prix du blé a baissé, que le prix du sucre a baissé, qu'on se retrouve à ne pas subventionner au niveau des budgets publics ces produits, que nous avons réglé le problème de la compensation. La situation d'aujourd'hui, nous l'avons connue il y a quelques années. C'était juste avant 2007, je pense 2006, 2005. On avait une caisse de compensation déficitaire de 4 milliards de dirhams. Donc on n'avait pratiquement pas de soutien dans les faits, disons global. Évidemment, on soutenait les produits. Elle est passée à 50 milliards en peu de temps, parce qu'il y a eu des flambées. Aujourd'hui, il y a un reflux. Donc on a la caisse de compensation, la sollicitation de la caisse de compensation baisse. Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on a réglé le problème de la compensation. Si le pétrole revient l'année prochaine à 100 et quelques, ça va repartir, parce qu'on n'a rien fait de structurel pour définitivement régler ce sujet. Je ne vais pas me limiter à dire ça. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Et je veux dire que pour nous, comment est-ce qu'on voit la réforme de ces différents sujets? J'en ai cité 3, parce qu'il y en a un j'ai cité le tissu productif et la compétitivité de l'entreprise, parce qu'elle est essentielle pour n'importe quelle réforme. J'ai cité la retraite, j'ai cité la caisse de compensation, et je finis par citer la fiscalité, qui ne doit pas être considérée comme un levier pour équilibrer ou pour couvrir un budget public. Parce qu'encore une fois, le rôle d'un gouvernement n'est pas uniquement de se soucier de comment boucler son budget. Le rôle d'un gouvernement, c'est de mettre en place des conditions de prospérité économique d'un côté et évidemment de performance macroéconomique. C'est les deux à la fois. Il ne peut pas se soucier de boucler son budget et advienne que pourra à l'entreprise, aux consommateurs, à la classe moyenne. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas acceptable de la part d'un gouvernement, de la part d'un responsable politique. Et ça finit par avoir des effets extrêmement néfastes sur le fonctionnement de la société. Donc pour nous, ces 4 réformes, ou ces 4 sujets, ces 4 leviers doivent être activés en même temps. Et donc là, j'avance. Ce que nous prenons, c'est qu'il doit y avoir une simultanéité dans l'activation de ces réformes, de ces leviers. On va pouvoir plus facilement traiter les 4 sujets en même temps. Ça paraît paradoxal que de vouloir les traiter séparément, parce qu'on va en traiter aucun. On va faire du rafistolage fiscal pour couvrir un déficit de retraite pour quelques années. On va faire du rafistolage budgétaire pour la compensation. On va affaiblir le pouvoir d'achat pour la compensation, mais au final, le résultat va être très négatif. Il faut traiter les 4 en même temps, avec une transparence et un dialogue qui doit être d'un niveau extrêmement élevé, avec toutes les parties prenantes. Les acteurs politiques, majorité, opposition. Les syndicats et les représentants les institutions internationales, qui quand on leur explique que ce que nous voulons faire, c'est dans l'intérêt du pays, pas à l'année N, mais sur une échelle de temps,
ils ne peuvent qu'adhérer, ils peuvent même financer ces efforts de réforme et ces plans de réforme, mais ils le feraient de manière beaucoup plus heureuse et de manière beaucoup plus volontaire. On pourrait même avoir des soutiens budgétaires pour ça. Mais il faut avoir cette ambition-là. Reconnaître à un moment donné que le Maroc passe d'une étape à une autre. Il faut qu'il change d'échelle, il faut qu'il change de paradigme. Ça a un coût, mais et on peut le démontrer, ça a des résultats. Ces résultats vont arriver un peu plus tard. Là aussi, il faut que nous démontrions aux Marocains le fruit de la réforme. On ne peut pas parler d'une réforme sans démontrer ce qu'elle va nous amener. On ne peut pas parler de la réforme de la compensation de manière uniquement théorique et conceptuelle parce que c'est un slogan. On va prendre du riche pour donner aux pauvres. Moi, je me pose des questions. Si c'était aussi facile que ça, croyez-moi, beaucoup de pays le feraient de manière instantanée. D'abord, je ne sais pas qui est le riche. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut absolument garder la confiance de celui qui produit de la richesse. Et il produit de la richesse, il fait travailler des gens. Il ne faut pas aboutir à la situation où, quand on lui parle, il dit « mais je suis dans un pays de fous, je ramasse mes affaires et je pars ». Et je ne le dis pas de manière théorique, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y a des gens qui veulent investir, quand ils entendent certains discours, ils disent « la zarba al aslah ». Et je reviendrai. Il y a des investisseurs qui ont renoncé à investir parce que le discours n'est pas cohérent. On ne prend pas du riche pour donner aux pauvres, on prend sur une création de richesse et on essaie de répartir. Chouïa le capital, chouïa la main-d'œuvre, chouïa l'État, c'est ça la logique économique que tous les économistes connaissent. C'est ça que nous disons, de manière très simple, de manière très... Je n'ai pas utilisé beaucoup de chiffres, volontairement, mais je vais vous donner un chiffre, que je vais peut-être donner pour la première fois. Parce que, ce que je viens de dire, mais j'ai parlé d'un certain nombre de concepts très forts. Comment aboutir à une économie solide, compétitive, souveraine, j'ai parlé de souveraineté financière, Hachi. Pour y arriver, il faut créer une économie un peu plus forte que celle que nous avons aujourd'hui. Pour que notre économie soit un peu plus forte aujourd'hui, je vais me bâtir sur un repère qui va être notre objectif et notre cap. Je vais annoncer ici de manière d'avant-première. Nous avons un PIB par habitant de, je crois, un peu moins de 3 000 $, 2 900 et des poussières, après tous les ajustements. Ce n'est pas suffisant pour que nous ayons une base profonde pour nos entreprises, pour qu'elles puissent avoir un marché intérieur suffisamment costaud pour continuer d'investir dans la recherche et développement, dans les ressources humaines. Il faut que nous arrivions le plus tôt possible, et dans moins de 10 ans, à au moins 6 000 à 7 000 $. Ça va être ça notre repère. À ce moment-là, nous allons avoir quasi mécaniquement des entreprises nationales plus fortes. Évidemment, il ne suffit pas de décréter. Pour y arriver, il y a toute une feuille de route sur l'accompagnement des tissus productifs, sur l'arsenal réglementaire et ainsi de suite. Mais il faut avoir des objectifs dans la vie. C'est valable aussi pour un pays. Et c'est valable pour un pays sur le plan économique et social. Dans moins de 10 ans, il faut que nous soyons à ce niveau. C'est ambitieux, mais atteignable, mais pour l'atteindre, il faut emprunter des chemins différents de ceux que nous empruntons aujourd'hui. Il faut une rupture. Je ne parle plus de réforme, il faut faire beaucoup de réformes, mais pour réussir ces réformes,
il faut faire une rupture. Je vais vous citer un exemple. Je pense que vous avez eu en première conférence les stratégies industrielles. La stratégie qui est avancée aujourd'hui sur le plan industriel, que je ne conteste pas plus que ça, ou que je n'appuie pas non plus. Parce que tout est possible, tout dépend des conditions dans lesquelles il a été avancé il y a maintenant plus d'une année, dans le cadre des assises de l'industrie, la perspective de créer 500 000 emplois à l'horizon 2020. Ça fait une moyenne. Donc d'ici 2020, on va faire l'économie de l'année dernière, on ne va pas la compter. Donc 5 ans, ça fait 100 000 par an. 100 000 par an, ça fait, l'année c'est 50 semaines. Ça fait 2000 par semaine. Cela veut dire que chaque semaine, nous devrions avoir la création, la réalisation, par exemple, de 3 sites Renault. Merci. Parce qu'il faut donner, il faut schématiser. C'est l'objectif de l'exercice que je suis en train de faire. Merci de m'aider. C'est ça la... C'est 6 000 emplois. Oui, oui. Donc chaque semaine, il faut une entreprise de... Combien d'entreprises vous connaissez à 2000 emplois? Alors on peut faire aussi l'exercice autrement. C'est ça le challenge. Alors moi je ne dis pas que c'est possible, que c'est pas possible. Je dis que si on veut faire ça, il faut qu'il y ait un changement quelque part. Il faut une rupture. Dans notre administration, dans notre manière de... Le changement, tant que je ne le vois pas, je ne cesserai pas de mettre en doute. Je ne fais pas que de l'opposition mais je veux qu'on soit pragmatique. Donc, tout en faisant cette critique, je me la fais à moi-même avant que d'autres me la fassent. Le fait de parler des 6 7 000 $ avant 10 ans, je ne vais pas dire je veux ça, je veux dire il faut construire le chemin pour y arriver. Essayer de fédérer tout le monde. Donc, pour résumer, pour nous, ces réformes sont nécessaires et il faut toujours réformer, mais les sujets qui sont sur la table aujourd'hui doivent être activés en même temps. On a plus de marge de manœuvre quand on les traite en même temps. Il faut aussi faire un investissement une bonne fois pour toutes pour créer les conditions de confiance pour les apporter. On ne peut pas vivre avec des grèves tous les mois. Il faut faire une bonne grève. Les gens savent pourquoi ils font la grève. Non, mais c'est vrai, la grève, c'est aussi un moyen d'exprimer, et faire les états généraux, pas seulement faire les débats à la télévision, dans les médias publics, parce qu'il y a quand même des enjeux. Ces réformes n'ont de sens que si elles produisent des effets positifs sur les Marocains, même si ces effets doivent venir avec un peu de décalage dans le temps. Mais il faut expliquer aux gens. Et ensuite, aller chercher un certain consensus. Et en tant qu'opposition, nous sommes prêts à adhérer dans une démarche de ce type en distinguant deux choses. Les sujets de priorité nationale, et on est prêt à signer des pactes pour ça, qui doivent transcender les agendas politiques. Et puis sur les autres, ça sera un débat projet politique contre projet politique. Nous allons défendre ce que nous pensons être le mieux pour les Marocains. Et nous sommes prêts à écouter et à accepter de débattre de ce que d'autres considèrent comme étant. Il faut avoir un cap et un objectif qui doit ensuite mobiliser les politiques publiques. Et c'est dans ce cadre-là que j'annonce ce fameux chiffre. Et pour finir, j'avance quelque chose, c'est que pour réussir dans la compétitivité à l'international, pour réussir dans le tissu productif, nous n'allons pas pouvoir le faire avec
un secteur public aussi important que ce qu'il est aujourd'hui comparativement au secteur privé. À l'extérieur du Maroc, c'est le privé qui doit porter le drapeau du Maroc. On ne peut pas aller entreprendre à l'international avec des entreprises publiques. Et à quelques exceptions. Les acteurs, les porteurs de drapeaux à l'international doivent être des acteurs privés. Et donc il faut accepter cette nécessité, cette réalité, et le faire même avec plaisir. Donc il faut arriver à s'appuyer sur des entreprises qui font preuve d'une citoyenneté élevée, d'une appropriation des objectifs globaux du pays, et qui doivent aussi jouer ce rôle. C'est ce qui s'est passé dans les pays qui ont réussi, qui réussissent sur les marchés internationaux. Donc cette réalité, il faut aussi en tenir compte et ne pas se tromper de vecteurs et de moyens. Voilà de manière, j'espère, claire, même si quelques idées sur les transformations que connaît notre pays, sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le potentiel de succès que nous pourrions avoir collectivement, sur les perspectives d'engagement des jeunes. J'avais commencé par dire un mot à ce niveau-là, et je voudrais aussi le rappeler dans le futur. Au niveau de notre parti, nous essayons d'en faire une réalité. Beaucoup de nos responsables, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau du Parlement, sont des jeunes, et j'avoue qu'ils ne nous ont pas déçus. Nous avons des responsables parlementaires, certains sont avec nous. Il y en a un qui vient de nous rejoindre. Il est beau aussi, tout à fait, il vient de temps en temps. Nous avons un autre parlementaire qui préside aujourd'hui la Commission des Affaires étrangères, et c'est unique au monde. Il a 30 ans, il préside. D'habitude, les présidents de Commission des Affaires étrangères, c'est 70 ans et plus. Ce n'est pas, je n'y voyais aucun reproche à l'âge, mais ça veut dire que nous avons voulu marquer les esprits en confiant des responsabilités inédites à des jeunes. Nous avons des responsables régionaux, notamment à Casablanca, qui sont des jeunes, et aussi parmi les femmes jeunes. Nous avons, au niveau de nos candidats élus, parce que je pense que ça commence par là. Quand je prends l'ensemble de nos candidats aux élections locales, je crois que plus de 60% sont des jeunes et qui n'avaient jamais pratiqué la politique avant. Ce qui n'est pas forcément l'image qui est dégagée d'ensemble. Donc c'est une conviction par rapport au rôle, au potentiel des jeunes que nous allons continuer. Je crois que notre pays est passé par une période où on a un peu négligé cette... Alors que les NBA, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. إبراهيم عاش بزاف. لا إبراهيم عاش بزاف. هو أبو الأنبياء. Donc j'ai essayé de passer quelques messages sans utiliser beaucoup de chiffres, et c'est volontaire, pour mettre sur la table peut-être parfois des regards nouveaux sur des problématiques, mais évidemment aussi pour vous laisser la possibilité de m'interpeller, et je suis encore à vos dispositions. Je crois que c'est la règle de fonctionnement. Donc à vous la parole.